Eh bien, bonjour à tous, il est 14 heures, on va démarrer notre webcast Dynamo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Dynamo. Alors, pour ma part, je suis Pierre-Emmanuel Chaud, lead recherche et développement au sein de Prodware Innovation Design, et nous sommes avec Saïf Edinali, qui est aussi formateur sur Dynamo, et pas seulement, qui fait beaucoup de choses chez nous. Vous aurez l'occasion de l'entendre parler de Forge dans les semaines à venir, entre autres. Voilà. Je t'en prie, on passe à la première slide, Saïf. Alors, Prodware, je vais juste rapidement revenir sur Prodware Innovation Design et AIGA. Donc nous sommes, la slide n'est pas tout à fait à jour, 90 collaborateurs maintenant, en intégrant AIGA, avec de l'expertise et du conseil sur différents domaines, mais sur deux secteurs principaux, l'architecture et la construction, et le deuxième secteur qui est le manufacturing. Alors nous avons une offre de services et de formation qui s'étend du scan jusqu'à la VR, la réalité augmentée, l'IoT, du Forge, et puis aussi des technologies comme aujourd'hui du Dynamo. Donc sur l'ensemble de ces domaines, nous proposons à la fois un accompagnement, à la fois du conseil, de la formation et du service. Voilà, on va clore ce premier slide, enfin cette parenthèse sur Prodware, et tout de suite passer à du concret concernant Dynamo. D'accord, donc je prends le relais, merci Pierre-Emmanuel. Donc aujourd'hui on va parler de Dynamo. Pour commencer, je vais me présenter, donc Saïf Edinali de l'équipe Prodware Innovation Design. Je m'occupe surtout de la partie Forge et IoT. Et je participe aussi aux formations Revit, Dynamo, et ainsi que le dev sur Dynamo. Donc si vous avez des questions, si vous avez des demandes, je suis apte à vous répondre pour cela. Donc pour commencer, on va commencer par la définition de Dynamo. Donc Dynamo, c'est une interface, c'est un plugin de Revit qui sert à personnaliser un workflow d'information de bâtiment, donc qui permet d'effectuer des opérations qui sont pas forcément faisables sur Revit. Donc ça peut être la récupération de données ou de la transformation géométrique. Alors, si je comprends bien, Saïf, en fait, on a deux façons d'étendre les fonctionnalités de Revit. C'est soit faire un plugin qui sera du développement lourd en C#, pas forcément simple, hein, ou quelque chose de plus léger, en gros des macros, comme il y a des macros dans Excel, si je fais une comparaison, enfin un parallèle, sous forme de Dynamo, c'est ça? Exactement. Donc faut pas trop paniquer. Donc au niveau du développement, il y a à peu près 2000 nœuds, donc 2000 éléments pour effectuer des opérations sur Dynamo. Tout ce qui est avant de passer à la programmation pure, il y a aussi ce qu'on appelle les librairies étrangères. Donc d'où le fait que la programmation visuelle open source, c'est que Dynamo est animé par une communauté. Donc il y a déjà des personnes qui ont dû penser aux mêmes problématiques que vous. Il suffit juste un petit peu de recherche, on peut trouver les nœuds customisés, programmés en C# ou Python, qu'ils partagent, que vous pouvez récupérer pour finaliser votre code. Ok, Dynamo existe en dehors de Revit. C'est une application, exactement, de ce que je lis, qui est open source, donc Dynamo existe, il est intégré dans Revit. En fait, c'est une application particulière qui est dans Revit. Exactement. De Dynamo, mais on pourrait l'utiliser pour autre chose. Ah oui, bien sûr, vous avez Dynamo Studio qui lui peut influer. Il est indépendant, c'est ça, Dynamo Studio, il a une vie propre. Faire du SketchUp avec, par exemple. D'accord. Mais Dynamo est, on va dire, exclusivement Revit. D'accord. Dynamo, on a une intégration directe dans Revit et manipulable dans Revit. D'accord. Une intégration facilitée déjà en natif dans Revit. Il suffit d'aller, si vous avez Revit, vous pouvez aller directement sur l'onglet Gérer, et dans Gérer tout à droite, vous avez un onglet qui s'appelle, une option qui s'appelle Dynamo. Donc en fonction des versions, donc qui va être chargé, vous pouvez déjà programmer dessus. D'accord, très bien. Merci.
Voilà. Donc comment ça se présente? Donc voilà, vous avez un élément, enfin un exemple. Ça c'est un petit programme. Voilà, ça c'est un petit programme. Donc c'est surtout pour vous montrer, on va en parler après, mais là c'était surtout pour vous montrer la composition. Donc vous avez la possibilité de importer les nœuds. Donc ça se lit de gauche à droite. À gauche par exemple vous avez un nœud qui s'appelle catégorie. Donc on peut emmener une catégorie pièce que vous avez créée, importer tous les éléments dedans. Et après faire des opérations dessus. Donc chaque nœud c'est une opération ou une exécution, c'est ça? Exactement. Ou une variable? Oui. Comme tout langage de programmation, la programmation visuelle, et ça dans nos formations, il y a un module qui l'aborde, c'est l'algorithmie. Donc créer un algorithme, donc c'est simple, hein. Vous avez quelque chose, enfin vous avez une opération que vous voulez effectuer. Vous écrivez sur papier tous les passages que vous voulez utiliser, par les étapes, vous voulez passer, les étapes. Ouais. Et après, reste à vous de choisir les nœuds dont vous avez besoin. C'est pour ça que je dis il y en a 2000 sur Dynamo et il y en a des milliers par les utilisateurs de la communauté. Donc il y a une librairie de nœuds mis à disposition au sein de Revit. Exactement. Ok, donc il y a des nœuds, c'est ces blocs là, ces éléments graphiques gris, et puis entre, je vois des lignes. Oui, ça c'est les liens. Donc c'est les fils, c'est les liens qui connectent les nœuds avec d'autres. Ça c'est toujours de gauche à droite. Donc c'est le flux de données, c'est ça? Ou le flux d'exécution. Exactement. Donc vous avez à gauche d'un nœud, vous avez la sortie, et à gauche vous avez l'entrée, pardon. Donc des données, donc de la data. Et à droite du nœud, vous avez la sortie, donc le résultat, qui est envoyé à un autre nœud ou qui est exécuté, tout simplement, pas une exécution du programme. D'accord. Donc là, par exemple, je vois catégorie, pièce, on a choisi directement dans une liste, pièce, ça va sélectionner un ensemble d'éléments et ça rentre dans l'élément suivant, all elements of catégorie. Voilà. Ok. Et par exemple, si on prend un exemple tout simple, ensuite, vous avez un element get parameter value by name. On va pas rester trop dans la technique, ça va voir après, mais c'est juste pour voir important. Donc, on prend un élément par son nom, et si vous regardez à gauche, vous avez ce qu'on appelle le code block. Donc, vous sélectionnez l'élément surface de la pièce. D'accord. Et là, vous faites une opération dessus par la suite. D'accord. Donc là, il y a deux entrées. Il y a l'élément et le paramètre qui est un nom qui s'appelle surface. Ok. Bon, on va pas rentrer plus dans le détail de l'exécution de ce bloc et de ce petit programme. Déjà, on a des premières notions de ce que c'est qu'un script. Voilà. D'accord, parfait. Donc là, c'est tout simple et on pourra voir des choses plus complexes par la suite lors de nos modules. Mm-hmm. Voilà, donc une définition simple. Je vais juste répéter ce que je viens de dire juste avant. Hein. Donc, le langage d'opération graphique ou visuel. Donc, c'est comme des Lego. Donc, en gros, vous avez vos éléments donc de votre algorithme. Vous faites un assemblage pour avoir un résultat. Les avantages, donc vous avez de puissantes opportunités, comme je disais. Donc parce que on a une librairie qui est très riche, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc on a accès à presque toutes les fonctionnalités de Revit au travers des différents blocs, grâce à la librairie. Exactement. Donc puissantes opportunités, donc puissantes actions, donc qu'on peut faire, créer une forme particulière qu'on peut pas modéliser sur Revit, on peut le faire sur Dynamo. On organise nos paramètres. Mm-hmm. L'algorithme, donc qui est un ensemble d'actions. Donc ça c'est très très important lors de l'écriture du code et aussi pour la lecture et pour le partage, parce que si on commente pas et on utilise et on n'arrive pas à bien gérer notre code, il pourrait pas être maintenable par la suite. Si on veut rajouter des fonctionnalités ou rajouter des éléments, mm-hmm. c'est très important d'organiser son code. Ouais, parce que visiblement, comme c'est de la programmation visuelle, il y a une notion d'espace. Si je ne trie pas bien de gauche à droite et proprement avec des commentaires, et créer des groupes, et que je reviens dessus par la suite, je risque d'oublier, j'aurai du mal à reprendre mon code. Exactement. Donc voilà. Donc comme je disais, donc ah oui, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire en Dynamo? À quoi ça sert? Là, vous avez des formes qui ont été créées par Dynamo. Là, on parle de géométrie. On n'est pas encore passé à l'administratif, mais on parle par la suite. Mais en gros, Dynamo fait partie intégrante d'une vaste gamme d'applications.
Donc les domaines d'application, on va le voir par la suite. Alors, juste pour revenir, si tu peux revenir sur la Oui, bien slide sûr. précédente, non, voilà. Il faut que je clique 2 fois. C'est pour ça. Donc là, on a généré des géométries à certains endroits. Je vois ça dans les copies d'écran que tu as mises. Et puis, il y a des endroits où on voit un peu de simulation, mais donc ça veut dire qu'on peut faire des choses paramétriques avec d'accord. Donc générer des surfaces, générer des volumes, et puis faire de l'analyse ou même concevoir des objets de façon algorithmique. C'est ça. D'accord, très bien. Passons aux applications plus concrètes. Exactement. Pour l'anecdote, vous tapez Dynamo sur Pinterest, vous allez avoir la même page. D'accord. Alors, les exemples d'applications. Donc là, on parle un petit peu plus administratif. Pour ne pas taper des lignes de cases, enfin de lignes d'Excel, on peut faire de l'import ou de l'export de données. Donc sur Revit, on a juste à bien paramétrer. Par exemple, vous avez level sur le côté droit de votre fichier Excel. Ça doit correspondre au level qui est dans votre paramètre Revit. Donc une fois que le matching est fait, les données peuvent être ou exportées ou importées. Ça vous évite de tout réécrire à la main. Ok, donc ça, ce que je vois là, les deux exemples, tu vas revenir sur le deuxième après, mais en gros, ce sont des travaux qu'on peut être amené à faire dans Revit au quotidien, et ça va nous simplifier la vie de tous les jours finalement. C'est ça. Par exemple, je prends un exemple d'un élève que j'ai eu en cours il y a pas très longtemps. Sa problématique était, il voulait que, en fonction d'un élément, d'un paramètre, s'il est vérifié sur sa feuille, la propriété doit avoir une certaine valeur. Donc au lieu de taper par étage, il y en avait à peu près 150, au lieu de les taper à la main, il a juste mis cette condition-là, donc un code tout simple, et automatiquement, toute seule, il a pu tout remplir pendant le cours. D'accord. Et ça facilite, c'est des heures de travail au moins, c'est vraiment du gain. Ok. Deuxième exemple, vous avez l'export non, c'est pas l'export, excusez-moi. La création. Voilà, la création de feuilles, de feuilles à partir de vues créées. Donc, en gros, le script va prendre toutes les vues que vous avez créées dans votre fichier Revit, dans votre architecture. Il va les organiser, les énumérer et créer autant de feuilles que de vues que vous avez. Et il va appliquer une vue par feuille. Ok, et ça en fait, on fait la routine une fois, enfin on l'écrit une fois ou on la récupère si elle est déjà écrite, et puis on n'a plus qu'à l'exécuter sur chaque fichier et on obtient le résultat. Oui, en gros, la seule chose qui va être une routine pour chaque utilisateur, ça va être par exemple d'une maison à une autre qui sera modélisée. Il faudra mettre les bons paramètres et les bonnes appellations pour que la génération de feuilles se fasse, tout simplement. Très bien. Merci. On passe. Voilà. Donc après, vous avez études de faisabilité et de la physique de structure. Donc on a un pont, on a toute la barre du haut qui a besoin d'être déplacée, plutôt que de le faire sur Revit. Parce qu'en fait, il y a des contraintes physiques, c'est ça, des contraintes physiques. Donc, on va avoir besoin de simulation pour s'aider à le positionner correctement. Voilà. Donc là, on le fait avec Dynamo. Vous avez sur le côté ce qu'on appelle des sliders. Donc c'est des sortes de curseurs que vous pouvez déplacer pour tester différentes valeurs. Voilà, exactement. On teste de différentes valeurs pour voir comment l'objet se comporte. Donc là, on rentre dans autre chose, c'est-à-dire que ce qu'on a vu dans la slide précédente, on était plus sur faciliter le quotidien en faisant des scripts Dynamo sur des tâches répétitives. Là, on est dans une application plus lourde avec, de la simulation, vraiment un développement. Et ce sont des développements plus conséquents, j'imagine, du moins pour celui-là. Ouais. Oui, exactement. Et pour la dernière application, c'est une étude de la répartition de bâtiments par catégorie. Donc on peut, par exemple, dire un immeuble sous la condition, s'il est plus grand ou égal à 9 mètres de haut, appliquer la couleur verte. Et donc, sur tout un quartier qu'on peut récupérer,
on peut réaliser des études et voir l'homogénéité ou comment un quartier se comporte, comment il est composé pour ou l'améliorer ou le reproduire dans un autre lieu géographique. Donc là, en fait, même on peut changer très facilement. Je suppose que c'est un seul bloc à changer si finalement on veut pas en fonction de la hauteur, mais en fonction d'une famille, en fonction de, etc. C'est ça. Donc on peut se créer des petites aides visuelles comme ça pour même aussi bien. Enfin là tu parles d'une étude, mais on peut imaginer vouloir checker ou isoler dans un plan, enfin dans une maquette, pardon. Des éléments ou des familles spécifiques pour rapidement les visualiser, puis se déplacer, aller les rechercher, etc. Exactement. Donc ce sont des petites aides bien pratiques. Ok, bah parfait, merci. D'accord. Là pour la suite, on va regarder, on va rapidement parcourir les éléments qui composent un script. Dynamo, un script. On en a parlé avant, donc ça va aller très vite. Hein. Donc vous avez les nœuds qui sont ici, donc vous avez en 3, vous avez les entrées-sorties, vous avez les noms qui sont customisables. Donc point by coordinate, vous pouvez le renommer. Donc là, c'est la récupération d'une liste de points et les mettre sous un. C'est créer un point en fonction de coordonnées. C'est ça. D'entrée. Donc on va spécifier X, Y et Z et en sortie, ça nous génère un point 3D. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc okay. Là, on a les connexions. Juste une chose, ton nœud, il vient de la librairie, c'est ça? Ça, c'est la librairie d'origine. Ok, ouais, très bien. Ça, c'est la librairie d'origine. Mm-hmm. Ici, donc, on a les connexions, comment ils se font. Donc, par exemple, sur de séquence à point by coordinate, vous avez la sortie en 1, le lien, donc on clique dessus, on tire le lien en 2 pour arriver à 3. Et là, on a connecté la sortie de séquence à l'entrée d'une des coordonnées. Donc, c'est ça. On a en X, il se trouve que c'est la même chose. Donc en X et en Y, on va mettre la même valeur qui est la sortie de séquence. C'est ça. Ok. Et je vois en entrée là un integer slider et un number slider. Donc en fait, integer c'est un entier, c'est ça? En gros, là, vous avez ou la possibilité de mettre un entier qui serait fixe, ou sinon vous pouvez mettre un slider. Le slider, c'est en gros. Ça permet l'édition. Voilà, on parcourt le curseur et on définit la valeur minimale, la valeur maximum et le pas. Mm-hmm. Et là, on peut définir le montant, par exemple, dans la séquence et le pas de la séquence, comment on veut la gérer. Et du coup, ça nous permet de déplacer les points. D'accord. Et ce qu'on voit derrière, c'est l'exécution du script. Les trois petits points noirs avec la ligne rouge. C'est ça. Alors en fait, si j'analyse bien, je vois au centre un nœud qui s'appelle séquence. Donc il génère une séquence de nombres qui commence à 0 avec, enfin on veut 9 points, c'est pour ça que c'est un entier d'ailleurs, et on veut pas 9,3 points, ça aurait pas de sens. Et le step, donc le pas de ce qui sépare, ou la distance qui va séparer chacun des points, c'est 21,9. En gros, la séquence va créer une liste et la liste est définie par le pas. Ouais, et ensuite on les instancie avec point by coordinates. On génère les points. D'accord, très bien, c'est clair. Et là, on en voit que 3 parce que la caméra est positionnée de telle sorte que sinon il y en a 9. Ouais, c'est ça, exactement. d'accord. Voilà, donc ça c'est les groupages, donc c'est ce que je disais, la maintenabilité du code qui est très importante. Donc on peut créer des groupes. Ici, un en vert et un en bleu, c'est ça? Voilà. Donc par exemple, là j'ai écrit dessus un petit commentaire du genre comment on peut sélectionner des nœuds et créer le groupe. Mais par contre, sur ce commentaire, vous pouvez écrire le nom du groupe. Par exemple, ça peut être le nom création de 2 points ou le nom générer des ronds et ainsi de suite. Après, c'est chaque personne quand il développe, comment il le développera son script. Ok, ouais. Juste une chose sur ces commentaires. Non, oui, voilà. Juste une chose sur ces commentaires. Donc c'est pour la lisibilité, c'est ça. Pour regrouper par fonctionnalité aussi, c'est-à-dire regrouper par fonctionnalité pour s'y retrouver. Tel bloc fait telle chose. Voilà. Et le script global, il a sa fonction, mais telle zone, si je veux l'éditer, je sais que ça fait ça. Exactement. En gros, comme une fonction, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme de la programmation avec un script JavaScript, C# ou autre. Sauf que là, c'est du visuel. Donc, c'est un peu plus facile à prendre en main. Parce que c'est visuel et l'exécution, on peut avoir des
le résultat tout de suite visible et on peut le retravailler. Et là, encore une fois, derrière, on voit ce qui a été généré, à savoir une liste de cercles, c'est ça? C'est ça. Oui, bah d'ailleurs, on le voit, le dernier nœud, c'est Cycle by Center Point Radius. Donc, on a rentré un centre et un rayon. Et puis, si on remonte, alors je commence par la fin, parce que c'est le dernier qui fait l'instanciation et donc qui va me dire quelle figure a été générée. Et puis on va générer une suite de centres et une suite de rayons. Ok, là c'est très clair. Ah, avec une distance donnée, géométrie, distance, tout. Ok, parfait. Voilà. Donc là c'est les fonctions avec des paramètres. Donc là c'est condition vraie, condition fausse. Donc ça va permettre de faire des branchements dans nos scripts et de se dire, si en entrée j'ai mis à trou, alors enfin un vrai trou, c'est vrai. Je génère ça, sinon je génère ça, etc., etc. Donc avoir, c'est pas juste parce que pour l'instant dans tous les scripts qu'on a eu, on avait des listes et puis on créait en fonction de listes. Là, on va pouvoir tester des choses et puis alors j'imagine qu'on a des boucles, qu'on a oui, bien sûr, on a toutes les fonctions qu'on peut avoir dans un langage traditionnel. Dans un langage traditionnel, sauf que là c'est visible et on peut le travailler de manière, je dirais pas ludique, mais un peu plus simpliste que de rédiger des lignes de code. Ouais, ok. Et on sera pas embêté parce qu'on a oublié un point-virgule quelque part. Ok, merci. Voilà, donc on arrive aux librairies. Donc ça c'est des exemples des plus courants, les nœuds les plus courants qui sont utilisés. Donc vous avez le point back coordinate. Les watch, c'est très important pour avoir un résultat avant le lancement du script pour contrôler un petit peu ces données. Par exemple, quelle liste a été créée, qu'est-ce qui se passe. Vous avez les booléens, les strings, c'est les chaînes de caractères et les opérations mathématiques sur tout à droite. Ok. Et ça, ça c'est un peu les types. Maintenant, on va retrouver dans la librairie, pas la librairie Dynamo, mais la librairie Revit, des fonctionnalités avancées d'interrogation de famille, d'interrogation, c'est ça, sur des choses très spécifiques. Oui, bien sûr. C'est par exemple, le catégorie, pour avoir les catégories, les éléments par catégorie, et ainsi de suite. Ok. Et aussi, vous avez au niveau des librairies, vous avez les librairies étrangères, notamment une des plus connues, c'est Archilab. Souvent, si vous faites vos recherches de code à retravailler ou pour vous inspirer pour vos propres scripts, souvent certaines personnes utilisent la librairie Archilab qui est une des plus grosses au monde. D'accord. Qui est très bien fournie. Donc qui vient rajouter des fonctionnalités à ce qui est déjà fourni par Dynamo, enfin dans Dynamo par défaut et dans Revit. Donc des fonctionnalités encore plus de choses. Ok. J'avais une question, elle va revenir parce que j'ai oublié entre-temps. Oui, il y a énormément de nœuds, tu parles d'en rajouter, donc comment on s'en sort? Parce que quand je démarre, je peux pas lire l'ensemble des 2500 blocs. Alors comment on fonctionne? C'est là où vient sur le tapis l'algorithmie, c'est que déjà écrivez par étape ce que vous voulez faire. Par exemple, supposons que vous voulez récupérer des éléments d'une catégorie, donc vous faites catégorie, je récupère les éléments, j'ai envie de les mettre sous une liste et ensuite faire un export vers Excel. Je choisis l'adresse. Donc vous mettez tout sur papier et en mots-clés en français. En français. Vous faites ce qu'on appelle du pseudocode. Vous écrivez en français ce que vous voulez faire et ensuite vous faites un collage en recherchant les nœuds qu'il faut. Ouais, parce qu'il y a la librairie, on peut rechercher en tapant un mot-clé. Oui, voilà. Donc, par exemple, si je cherche, t'as prononcé le mot catégorie, si je tape catégorie, je vais trouver tous les nœuds relatifs à catégorie. Oui, voilà. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, un de mes élèves, il a récupéré, donc il avait ramené un modèle à lui de son travail pour travailler dessus. Il voulait récupérer les données d'une catégorie, il les a regroupées. Enfin, il les a récupérés de manière brute, mais il voulait faire un tri par mots-clés. Ouais. Et il a cherché, on a cherché ensemble, et en gros, ce qu'il lui fallait, c'était un group by key qui veut dire clé. D'accord. Mais ça, c'est une recherche. Donc après, c'est une fois que vous avez créé votre code sur papier, après c'est juste rechercher les bons nœuds et vous faites votre assemblage. Ok, d'accord, c'est clair. Pour ma part, donc pour finir, je vais reprendre un script
complet, que j'avais application, fait. ouais. Une petite application que je vous montre, c'est ultra rapide et pas très contraignant. Hop. Donc voilà, là vous avez le code qui est existant. En gros, ce code, si vous regardez derrière, donc si vous appuyez ici, donc vous avez vous concentrez sur la... Ah, on cache le script et on visualise la vue 3D, ou enfin on peut faire l'un ou l'autre, c'est ça? Voilà, donc ici ce que j'ai généré, donc c'est des points qu'on peut associer par exemple à un ensemble d'étés qui serait dans un hangar par exemple calculé par une distance en mètres, en centimètres, en millimètres, par exemple des meneaux d'une fenêtre et ainsi de suite. Donc là, on génère cet ensemble de points. D'accord. Donc, si vous voulez une petite lecture rapide pour que vous compreniez un peu le système, donc on a des coordonnées de départ sur le côté, qui est ce point-là, qui est appliqué à A, B, C. Donc on a la sortie 0, la sortie 2, la sortie 8, qui vont, donc A sur start. Ouais, donc comme tout à l'heure en fait, là on génère Y. une séquence de points, ce script-là on le connaît en fait, on l'a vu voilà, tout à l'heure. Exactement. Mais avec, ça générait 9 points, sauf que là c'est 10, et puis tu pars d'un point positionné dans l'espace. Voilà, donc on génère 10 points, donc c'est la liste donc de coordonnées qui sont là, 10 points, avec un espacement de 1,8 mètres. D'accord. Donc ça c'est mes colonnes en X. Oui, en X, ouais. Donc sur l'axe des X. Sur l'axe des Y, donc je pars à moins 2,5 pour le premier. Ouais, ok. Hop. Et ensuite, donc ça c'est ma première liste qui est là, qui a été générée. Et là, sur les trois autres, on a un décalage. Donc c'est les trois qui sont juste ici. Donc, qui sont espacés d'1,5 mètre. Ok. On crée nos listes de points. Donc, là vous avez une liste qui est créée. Donc, la première liste qui va dans le premier. Ok, donc en fait, deuxième, la troisième, la quatrième. Quand tu dis on crée, enfin le list create, il va concaténer tous les éléments item 0, 1, 2, 3 et les mettre dans une structure en mémoire en fait. Voilà. Et chacune des entrées correspond à un des éléments de la liste. C'est un élément d'un tableau quoi, en quelque sorte. C'est ça. Et cette liste, elle est ensuite passée à la family instance by point. C'est ça. Qui est à droite. D'accord. Donc en gros, là on instancie tous les points et on a notre résultat. Et on a généré une famille de type encoche, c'est ça? Ouais. Et voilà, d'accord, très bien. Donc si on montre un point aussi, si on veut refaire une vérification, on utilise le watch. Donc vous avez le watch pour une liste toute simple. Sinon vous avez le 3D ou l'image qui est générée. Alors le watch, si je comprends bien, ça sert c'est comme une sonde. Je peux le brancher sur une entrée, une sortie pour voir ce que génère le nœud. Voilà. Je récupère et je regarde à l'intérieur. Et donc ce que tu dis, c'est que la watch, on visualise une variable, une liste, mais on pourrait voir watch 3D qui va m'afficher l'objet à l'endroit où je prends voilà, c'est ça. Et image la différence entre image et 3D. Le watch 3D, je peux le faire tout de suite. C'est pas compliqué. Ouais. Les watch, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent être connectés les uns aux autres, ou sinon on peut mettre plusieurs résultats. Ah ouais. Côte à côte. Ouais. Ok. Et donc si on exécute, à un moment on devrait avoir nos points ici, mais c'est trop petit. Ouais. Vu mais là ça passera pas, je pense. C'est minuscule. Mais d'accord, ça sert à faire du débugage et vérifier que le script est jusque là se comporte comme on l'a souhaité. C'est ça? C'est ça. Très bien. Donc voilà pour la petite, c'est une petite démonstration rapide, mais au moins pour que vous ayez une. Et juste ça aurait nécessité pas mal de manipulations dans Revit pour arriver à ce résultat-là. Là, on a automatisé un positionnement automatique à une distance donnée et tout est paramétrable. Si. En fait, sur Revit, c'est avec la fonction réseau. Je peux vous montrer la fonction réseau exactement. Oui, ça veut dire. En fait, c'est dans. Alors, je crois que c'était. Non, c'est pas insérer. Gérer. Oui, là, c'est pas l'écran pour l'instant. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, c'est dans la fonction réseau. Donc, je déplace tout ça. Ouais, ça va être un peu long à montrer. Voilà. Donc, en gros, c'est dans la fonction réseau dans Revit. C'est une icône avec 4 petits carrés.
on sélectionne un élément et on le décale d'une distance et d'un nombre d'éléments. Donc il y a moyen de le faire dans Revit. Sauf que ce qui est créé, c'est un groupe entier. Et si on a une forme un peu particulière, il faudra tout dissocier et effacer les éléments un par un. Ok. Tandis que là, on pourrait faire suivre une courbe, on pourrait faire plein de choses. C'est ça. Une pente, n'importe quoi. Tout ce qu'on peut, tout ce qui serait paramétrique. Ok. Très bien, bah écoute, c'est clair. Je te remercie beaucoup, Saïf. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On avait un budget de 30 minutes. On est pile dans les temps. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne après-midi. Puis n'hésitez pas à revenir vers nous, soit vers le commercial si vous êtes en contact avec un commercial de chez nous, ou vous avez une boîte mail cdc-autodesk@prodware.fr. Pour toute information concernant Dynamo. Comme je le disais, nous proposons des formations ou du service autour de Dynamo. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations sur des sujets comme Forge, comme la VR, et nous aurons aussi l'occasion de faire à nouveau une présentation sur Dynamo. Bon après-midi à tous. On a un merci de monsieur Garcia Anthony. D'accord, merci. C'est toi qui coupes, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.